Allez, pour terminer, on était sur réinventer, on l'a dit, réinventer son modèle aval. Pour ce faire, je vais appeler deux témoins qui sont aussi passionnants que le reste de cette soirée. Philippe Coy, buraliste dans le Béarn à l'Escar, qui va nous rejoindre. Il est aussi précisément le président de la Confédération nationale des buralistes, et ce depuis quelques années, depuis 2017. Et puis alors là, surprise du chef, c'est pas moi le chef, hein, c'est l'organisateur, les 3 chambres consulaires et la région. On doit avoir Dominique Gaborio, donc exploitant agricole, et il a du boulot, il est sur son tracteur. Est-ce que Dominique est avec nous ? Alors, c'est pas une mise en scène, Dominique, hein. Vous êtes vraiment agriculteur, c'est pas un acteur, je vous le dis, voilà. Non, parce que tout le monde dit qu'il a une tête de jeune premier, mais non, c'est pas lui, c'est bien, voilà. Donc, Dominique, vous auriez pu avoir un semoir de chez votre voisin de Sévrien. Vous êtes à côté de Civray, dans le sud de la Vienne, comme exploitant. Vous faites partie, alors je sais pas ce que vous faites dans le tracteur, du coup, parce que vous m'avez expliqué que vous faites pas de labour. Alors, oui, voilà, donc bonjour à tous, tout d'abord. Je suis donc céréalier dans le 86 et oui, en effet, on est en non-labour depuis 8 ans à peu près. Alors, pour les gens qui ne sont pas comme Luc Servant, je ne le prends pas exprès en tête de turc ce soir, mais c'est notre expert agriculture, expliquez-nous ce que ça veut dire non-labour, parce que pour le néophyte que je suis, c'est un paysan qui ne fait rien, quoi. Oui, alors, alors c'est vrai qu'on passe beaucoup de temps à semer. Remplir nos semoirs de graines, on récolte, on ressème derrière. Bon, pour vous expliquer brièvement, on essaye de protéger nos sols avec des couverts végétaux. Donc, dès la récolte effectuée, nous procédons à des semis derrière de diverses graines pour pouvoir protéger nos sols à la fois de l'érosion, pour pouvoir améliorer la partie agronomique. Donc, on a remplacé le métal par la racine. Alors, Dominique, expliquez-nous à quel moment on a le déclic de se dire je vais changer la façon de travailler, parce que tout à l'heure, on a eu un discours un peu défaitiste sur l'image des agriculteurs et exploitants agricoles en France par un fabricant de semoirs, et vous êtes en train de montrer le contre-exemple. Le déclic, ça a été quoi ? Écoutez, le déclic, voilà, une installation en 2004. Mon premier travail a été de réintégrer l'élevage dans mon exploitation qui a eu au préalable par 2 générations, mon père, mon grand-père. Donc élevage laitier dans un premier temps avec le grand-père et élevage bovin dans un second temps. Nous avons été obligés d'arrêter l'élevage par rapport à des problématiques de distance voisinage et de mise aux normes. Donc, par la suite, l'élevage, aujourd'hui, j'estime qu'il est indispensable pour la pérennité de nos exploitations. Donc, on a intégré le pâturage de nos couverts végétaux, justement, donc culture intermédiaire, par des moutons. Donc, j'ai un éleveur voisin qui vient ramener 400 brebis tous les ans, à peu près au mois d'octobre, jusqu'à février, pour faire pâturer mes couverts végétaux. Donc sur ça, attendez, à peu près une 60aine d'hectares. Vous labourez pas et vous faites le pâturage avec les animaux du voisin. Donc il vous reste quoi comme boulot qu'on comprenne ? il y en a, je vous garantis. Donc en fait, par la suite, voilà, donc réintroduction de l'élevage par cet éleveur de moutons. Partenariat avec 5 à 6 éleveurs, des échanges de paille contre du fumier, des échanges de luzerne. Donc, on a intégré de la luzerne près des maisons d'habitation pour éviter les traitements proches des habitations, les prairies également. Donc, tout ça est échangé contre du fumier. Donc, nous réintégrons beaucoup de matière organique animale par ce type de partenariat. Nous avons également 3 apiculteurs qui mettent des ruches, à peu près une centaine, autour de nos parcelles qui sont fleuries quasiment toute l'année avec le système des couverts végétaux. Et le déclic, en fait, il est arrivé lors de formations avec les groupes Ecophyto Défi il y a une petite dizaine d'années par notre coopérative locale Océalia, dont on a intégré des groupes de travail et on s'est formé depuis 10 ans avec beaucoup d'experts agricoles de très bonne renommée au niveau national, voire européen. Et le déclic est arrivé à partir de ce moment-là. Dominique, je plaisantais évidemment, c'est un travail qu'on reconnaît tous ici. En revanche, le modèle économique, il est où ? Parce que là, vous nous parlez d'échange, c'est du troc, hein, voilà, vous échangez de la luzerne contre le fumier pour être dessus. Le modèle économique, il démarre à quel moment ? Le modèle économique, voilà, déjà le SMI direct, le non-travail du sol nous a vraiment permis de faire des économies de grande échelle au niveau du carburant, de la main-d'œuvre. Alors, c'est vrai que la main-d'œuvre, c'est malheureusement, j'ai un salarié aujourd'hui à temps complet, mais j'ai eu des apprentis.
Aujourd'hui, bon, c'est vrai que des stagiaires, voilà, c'est toujours assez délicat parce que c'est des grosses pointes de travail très ponctuelles. Mais en tout cas, nous accueillons beaucoup de lycées, beaucoup d'étudiants pour leur expliquer nos pratiques, la captation du carbone, voilà, toute la biodiversité qu'on a pu réintégrer par le non-travail du sol. Alors Dominique, justement, venant en parler, c'est quoi cette capture de carbone que vous êtes en tant qu'exploitant agricole? Bah, la capture de carbone, voilà, du fait qu'on a peu de travail, enfin quasiment plus du tout de travail du sol, bah, voilà, dès qu'on touche au sol avec des labours profonds, par exemple, bah, le carbone qui est stocké dans nos sols s'échappe dans l'atmosphère. Donc aujourd'hui, c'est plus notre cas. L'intégration de matière organique animale permet également de réintégrer du carbone dans les sols. La photosynthèse avec les couverts végétaux nous permettent également de capter et de réintégrer du carbone dans les sols. Donc la cerise aujourd'hui, voilà, il y a des multinationales, des entreprises qui ont des obligations par un schéma où ils veulent démontrer par leurs produits finis que leurs produits sont conformes à l'environnement, enfin vont correspondre à des normes aujourd'hui en attente par le consommateur. Donc notre récompense, voilà, il nous encourage par un versement, voilà, donc il y a un marché du carbone, tant de la tonne de carbone. Nous avons des diagnostics tous les ans avec la start-up Belgique, aujourd'hui Soil Capital. Donc c'est un grand débat. On a commencé à travailler avec eux parce que en France c'est un peu plus complexe. Le label bas carbone va arriver, mais au niveau administratif c'est un peu plus lent. Mais en tout cas, ils sont aujourd'hui capables de nous acheter sous forme de certificats carbone et de les revendre à ces multinationales pour justifier leurs produits et nous nos bonnes pratiques. Concrètement, qu'on comprenne bien, c'est du chiffre d'affaires aujourd'hui qui rentre dans l'exploitation. C'est en effet du chiffre d'affaires. Alors l'avantage, pour nous, c'est la cerise dans le sens où on n'a pas investi dans du matériel comme souvent pour essayer d'aller chercher du chiffre d'affaires. Donc c'est vraiment une reconnaissance pour nous aujourd'hui, un encouragement pour tous les agriculteurs d'aller dans ces pratiques vertueuses, on va dire, voilà, pour avoir un complément de revenu, que les cours soient bas ou hauts, enfin bon, peu importe, ce revenu est à peu près stable tous les ans. Allez, on restait avec nous, Dominique. Merci pour cette explication. Franchement, c'était enrichissant parce que je pense que c'est assez original. Je reviendrai vers vous tout à l'heure sur la modélisation. Est-ce qu'il y a encore un buraliste agenouillé chez vous? Enfin, malheureusement, non, il y a eu, mais non, non, ça se désertifie. Alors, je peux vous annoncer qu'il y a eu 10 000 buralistes qui ont fermé, non pas l'année dernière, je vous rassure, mais sur 20 ans, mais que c'est en train de s'arrêter, ce recul du nombre de buralistes, et c'est un peu grâce à vous, sans vous ériger une statue, mon cher Philippe. Vous faites un gros boulot autour de ça. Je vous disais, vous êtes le président national, et on est fiers parce que vous êtes de la région Nouvelle-Aquitaine, de l'Escar dans le Béarn, à côté de Pau, pour ceux qui auraient oublié. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on perde autant de buralistes? Et puis après, on va parler de pourquoi ça va mieux. Merci beaucoup d'abord pour l'invitation. Et juste avant d'aller dans mon propos, remercier Jean Stone. Vous m'avez beaucoup inquiété au début de la conférence. Et vraiment, vous m'avez embarqué à l'issue. J'aimerais avoir une conversation après. Qu'est-ce qui a fait qu'il fallait changer, tout simplement? Juste, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en perde autant en si peu de temps? Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne vais pas faire un cours de santé publique ici, mais en 2003, il y a eu un plan agressif en termes de fiscalité, pour des raisons nobles, de santé publique. Mais adossé à une très forte fiscalité, 40% de plus. Et forcément, quand vous êtes un buraliste, vous avez un prix contraint puisque vous êtes sous monopole de l'État et que vous avez un pays juste à côté, très charmant pour aller manger les tapas, et qui vend les mêmes produits à 50% moins cher, vous perdez vos clients. Et c'est la même chose quand vous êtes près de l'Andorre, du Luxembourg ou de la Belgique. Il faut, à un moment, passer à l'offensive. Alors, l'offensive, dites-nous, parce que là, il y a eu un plan de relance qui aujourd'hui fonctionne. Si mes chiffres sont bons, on est passé de 500 à 900 fermetures par an, à 127 l'année dernière. Et vous me disiez, le marché, tout bêtement, du buraliste redémarre bien. Alors, le marché, pas la vente du tabac spécialement, mais l'écosystème voilà, autour de ce que nous sommes et des valeurs. Vous avez dit tout à l'heure qu'on était dans la volatilité, dans un chaos ou la complexité. La complexité, on l'avait analysée depuis 2003 en manifestant, je vais le dire rapidement, et le président Clédel était toujours à nos côtés. Nous avons été dans la contrainte d'un plan de politique en 2017 avec un candidat qui voulait faire passer le paquet de cigarettes de 7 € à 10 €.
Imaginez que forcément, ce n'est pas la joie du commerçant que je suis ou de l'élu consulaire que je représente en Béarn. Et donc l'offensive, c'est de dire il y a une difficulté qui s'annonce à l'horizon et comment ce commerce de proximité. Alors là, vous avez un mot qui me plaît et qui va plaire à l'Assemblée, c'est que vous me dites, nous, on n'a pas diversifié, parce que j'avais osé parler de diversification, on m'a dit, on s'est réinventé. Alors dites-nous comment on se réinvente. On s'est transformé face à la difficulté. C'est un peu comme ça en rugby, hein. Soit on rentre sur le terrain et on essaye de gagner le match, soit on reste dans les vestiaires. J'ai préféré rentrer sur le match avec cette vision d'adapter ce métier de commerçant, préposé à l'administration, avec toute la palette de services. Il faut savoir qu'il y a 23 500 buralistes en France. Malheureusement, vous l'avez dit, 10 000 ont disparu ces 15 dernières années. Et que chaque jour, 10 millions de Français rentrent dans le réseau des buralistes. Ce qui en fait, certes, le premier commerce de proximité. Et que dans les 10 millions de clients qui rentrent, 42% ne viennent pas chercher du tabac. Donc, nous, dans les chambres consulaires, on cherche tous les jours à l'attractivité du commerce de proximité. Ben là, moi, j'avais beaucoup de clients. Et j'avais une offre qui était très concentrée autour du tabac. Et comme je vous l'ai dit, ce n'est pas diversifier, parce que diversifier, c'est le rôle d'un commerçant. Changer les produits, encore quand on vend du tabac, on n'en est pas tout à fait maître. C'était surtout se transformer. Et la première des transformations dans ce projet, face à un paquet de cigarettes à l'horizon à 10 €, c'était la transformation des buralistes. Et je peux vous le dire... C'est ce que Christophe Garboyo a dit tout à l'heure. Hein. Le premier à se transformer, c'est le chef d'entreprise. C'est pour ça, il y a vraiment beaucoup de similitudes, parce que ce n'était pas l'argent public que j'ai réussi à obtenir, c'était convaincre nos adhérents, ces 23 500 buralistes, que certes, la politique santé publique votée en octobre 2017, c'est-à-dire avant mon élection, allait faire cette trajectoire fiscale, mais que nos opportunités, notre destin était dans nos mains, à condition de le vouloir. Arrêter de subir et agir. Et c'est ça, le projet de la transformation, que ce métier, des fois on me dit, t'es un fossoyeur de buraliste. Non, je suis un amoureux de mon métier de buraliste. Je suis un amoureux du commerce de proximité, on le défend dans nos chambres consulaires. Et c'est le faire évoluer, c'est ça la résistance, la résilience. Et tout à l'heure, il a été évoqué aussi à travers cette évolution deux rendez-vous. Le rendez-vous de la fiscalité pour nous en 2017 et la pandémie. Quand on a lancé le plan de transformation, il a fallu convaincre de l'évolution, du parcours client. On n'avait pas l'habitude d'avoir cette dialectique qu'on utilise ici souvent dans nos réunions pour l'ensemble des commerces, parce qu'on avait un moteur qui était le tabac et qui faisait venir des clients. Mais depuis 15 ans, le volume baisse. 50% de volume en moins en 20 ans. Donc cela est significatif quand vous êtes sur un commerce de flux. Et moi, j'avais besoin d'offrir à mon réseau un flux différent et capitaliser sur cette capacité du maillage. En Nouvelle-Aquitaine, 58% des buralistes exercent dans des communes de moins de 3 500 habitants. Et je vous rassure, si vous voulez encore acheter des cigarettes, il en reste 2698 buralistes en Nouvelle-Aquitaine. Alors, changer de buralisme, il n'y a pas que ça. Vous m'avez parlé de changer l'enveloppe. Je trouve ça très intéressant, c'est dire oser changer mon magasin, même s'il y a beaucoup de monde qui y vient, je dois séduire. Ça, c'est passé par quoi? C'est passé par un constat très simple. Je ne le dis pas parce que ça fait beau. Il n'y a pas de buraliste dans la salle à part vous. C'est pas grave, je leur dis tous les soirs. Je serai à Charleville-Mézières demain soir, je leur dirai, on avait le commerce le plus dégueulasse de la rue. C'est simple. Enfin, il y a des représentants du commerce ici. On a la chance d'avoir des clients parce qu'on a un produit captif. Un produit de destination par addiction, certes, le tabac ou le jeu. Mais en tous les cas, on avait ce flux. Et on est resté sur nos lauriers. Forcément, il fallait changer, il fallait répondre au code du commerce, ce qu'on sait porter pour nos associations de commerçants, et l'assimiler que ce commerce protégé, parce que nous sommes préposés à l'administration, nous avons un monopole, il fallait faire preuve d'audace et utiliser les codes du commerce. D'ailleurs, on a longtemps dit fier comme un buraliste ou fier comme un bar tabac, si vous voulez, premier commerce de proximité. Et mes premiers messages auprès de mes élus, c'est de dire la fierté, c'est un orgueil bien placé ou mal placé. Et puis, ça doit se prouver. Parce que c'est comme à la maison, si vous dites « je t'aime » et vous jamais vous le prouvez, à un moment, vous avez le poisson rouge sur le paillasson. Eh bien, dire qu'on est le premier commerce de proximité, il fallait le prouver. Et on l'a prouvé en changeant aussi d'image avec cette nouvelle carotte, qui n'est plus la seule carotte rouge, avec le mot tabac, mais qui incarne aussi le serviciel avec le blanc, le bleu, le service public, puisque nous sommes préposés d'administration, et avoir l'audace de porter de nouveaux projets
Je crois qu'on dit souvent qu'il faut être destructif. Nous l'avons été il y a 7 ans, puisque, bon, peut-être que je ne serais pas invité au cocktail, mais je rappelle que les buralistes sont la première néobanque française aujourd'hui. nous ouvrons 46 000 comptes. Le directeur général adjoint du Crédit Agricole à Chiez. Par mois, pour ce métier qui était... Alors ça, c'est nickel. C'est nickel, et aujourd'hui, c'est de la SNCF, chez les buralistes. C'est en Nouvelle-Aquitaine à peu près 250 relais postes, c'est-à-dire redonner de la proximité au service public là où il n'est plus présent. C'est développer des DAB aussi là où ils ne sont plus présents. C'est se réinventer en faisant évoluer aussi notre métier historique, parce que notre métier historique, c'est quand même la distribution de la nicotine par le tabac à combustion, et pour les plus anciens peuvent se rappeler la gauloise, le cube, la gitane de maïs. Bon, je vous rassure, ça n'existe plus. L'évolution de la nicotine par la demande du consommateur, ça a été le vapotage. Le vapotage est apparu sur notre marché de façon immature plutôt, il y a une douzaine d'années. J'avais d'autres responsabilités à la Confédération des buralistes. Je m'occupais d'une société de produits connexes. Et j'avais entendu que ce produit pouvait être l'évolution. On m'a dit, Coy, t'es un fossoyeur. Moi, j'ai acheté un bureau de tabac pour vendre du tabac. Moi aussi, ça fait 22 ans et j'aime. Mais c'est pas parce que t'es né con que tu dois mourir con. On peut évoluer aussi en cours de route. Et forcément, le rôle d'un commerçant, c'est quoi? De dire oui. C'est pas de dire non. Et au même moment où moi, j'avais mon volume tabac qui baissait pour les problèmes de concurrence déloyale, j'avais une offre que les clients me demandaient que je ne savais pas adresser. Aujourd'hui, avec toute la stratégie de la transformation, l'image, l'accueil client, le retail, le confort, on a repris 15% sur les parts de marché nationaux du vapotage. On est première néobanque. Et aujourd'hui, on est aussi partenaire de l'administration fiscale, puisqu'on est passé de 3 700 trésoreries à 13 700 points de paiement de proximité pour toutes les collectivités, qui met chaque Français à 10 minutes d'un point d'encaissement. Alors vous allez dire, je suis percepteur. De toute façon, quand je vends du tabac, c'est 80% de taxes. Alors ça ne me gêne pas d'en prendre. On vous a connu en train de vendre de la vignette pour les plus âgés aussi. Donc c'est bien. Je vais revenir vers vous, Dominique, non pas pour vous demander si vous êtes fumeur, mais là on a entendu qu'il fallait changer les buralistes avant de changer les magasins, puis ce qu'on va y vendre. Est-ce que vous, aujourd'hui, vous vous sentez un messager pour faire changer les agriculteurs autour de vous, alors soit vos voisins ou plus loin? Est-ce que vous, aujourd'hui, vous avez ce rôle et vous dites, oui, je peux participer à transformer, comme l'a fait M. Coy en tant que président national? En effet, en messager, c'est peut-être un grand mot, mais en tout cas, on a tous le devoir déjà de communiquer sur nos pratiques, parce que c'est vrai qu'il y a une mutation qui est en train de se faire. Oui, certes, peut-être pas assez vite, mais elle va, je pense, prendre de l'ampleur dans les prochaines années. Mais oui, on a chacun un devoir déjà de démontrer aux voisins des parcelles adjacentes de ce qu'on est capable de faire avec des réductions de charges, pour même réduction phyto, des réductions investissement matériel, fuel, enfin voilà, toute l'actualité aujourd'hui tourne avec la hausse de l'énergie. Je pense que c'est primordial de prendre conscience que le schéma agricole de nos parents, de nos grands-parents doit changer, est en train de changer, mais il est compliqué du jour au lendemain de se déformater même de ce qu'on a appris à l'école, hein, c'est vraiment la réalité, de réapprendre un métier via les formations qu'on peut tous avoir accès aujourd'hui en tant qu'agriculteur. Écoutez, ça va concorder avec ce que Jean Stone nous a expliqué tout à l'heure. Merci à tous les deux. Une dernière question, Philippe. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est plus facile de transmettre un bureau de tabac ou est-ce que ça reste compliqué? Plus facile, oui, parce que... Enfin, avant, on était tous vendeurs. Vous restez vraiment commerçant. Hein. Avant, on était tous vendeurs, mais on n'avait pas de clients et on n'avait pas de financeurs. Donc, il faut que le triptyque fonctionne bien. Aujourd'hui, on est toujours vendeur. On revend nos fonds de commerce à peu près l'équilibre du marché, c'est-à-dire pas bradé et pas surévalué pour avoir une bonne économie. On a cette ligne qui s'appelle le plan de transformation qui donne une perspective et qui rassure aussi les banquiers, et ce qui fait qu'aujourd'hui, on est financé et finançable. Donc, la perspective, elle est bonne. On a même des secteurs sur le territoire qui sont en tension, où on a moins d'offres que de demandes. Ah oui. Donc c'est intéressant. Quand il y a 5 ans, on passait beaucoup de temps à indemniser les fermetures et de pouvoir inverser. Alors, je ne dis pas que le match est gagné. On a peut-être gagné la première mi-temps, mais en tous les cas, on se battra pour aller encore sur cette proximité
avec la nouvelle signature aussi, commerçants d'utilité locale. Et j'ai oublié de dire tout à l'heure que la crise, pour nous, elle a été aussi salvatrice d'évolution. Parce que les frontières étaient fermées, les clients sont revenus chez nous. 2, on a aussi été un petit peu le marketplace dans les villages. Je regarde la Chambre d'agriculture et je travaille beaucoup avec la FNSEA parce que je suis persuadé qu'on peut être ce relais sur les circuits courts à un moment donné sur un territoire, et on a été au cœur des besoins des Français. Juste un point, parce que je suis bavard, mais excusez-moi. Non, Byrne, tout le monde allez-y. Alors c'est têtu ça plutôt, mais je vous citerai d'autres en l'occurrence. Pour le RSE, tout le monde en a parlé. Nous aussi, dans notre organisation professionnelle, nous avons cette sensibilité depuis maintenant 5 ans, où on est partenaire de la Garde nationale, partenaire des sapeurs-pompiers. Nous avons malheureusement distribué un peu trop tôt des cendriers sur le bassin d'Arcachon pour la prévention. Et nous avons cette volonté aussi que nos entreprises soient des entreprises responsables. Il y a aujourd'hui, avec les chambres de commerce, une volonté aussi de communiquer à l'aune des difficultés énergétiques. Je chauffe mon commerce et pas la rue. Des gestes responsables. Et comme je ne veux pas que des mots, je veux aussi des actions pour notre organisation. Nous allons être certifiés ISO 26000, ce qui fera de la Confédération une des premières organisations professionnelles certifiées RSE en France. Merci pour cette note d'optimisme. Dominique Gaborio, Philippe Coy, merci. On vous applaudit. Merci beaucoup de ces témoignages. Allez, je vous propose que Jean Stone revienne. Il nous fait une rentrée à la Johnny Hallyday, il descend l'escalier en courant. Prenez votre temps, Jean, pas de problème. N'allez pas vous blesser avant le cocktail, ça serait dommage. Alors, justement, vous allez vous installer, Jean, et on va accueillir Jean-François Clédel pour cette conclusion, et il sera rejoint dans un moment par les 2 autres représentants des chambres consulaires. Jean-François, vous avez été cité tout à l'heure. J'avais juste... parce que... On dirait la section paloise qui revient à l'attaque, hein, mais ça ne marche pas toujours. Hein. Là, je ne vais pas me faire que des copains. La dernière fois, je suis venu voir un match à Bordeaux. Non, parce que vous avez dit tout à l'heure panda et cafard. Et je vais vous faire une confidence. Notre salon professionnel qui se tient au mois d'octobre à Paris, le symbole cette année, c'est le panda. Je change ou je continue? On dirait que vaudrait mieux. Jean-François, merci de nous rejoindre. Vous avez été cité comme soutien des buralistes, pas que. Vous êtes le président de cette chambre régionale de commerce et d'industrie. On vous remercie. Vous êtes le co-organisateur, je le rappelle, avec 2 autres chambres consulaires et la région Nouvelle-Aquitaine. Sud-Ouest est que partenaire. On est ravis de votre confiance. J'ai oublié de le dire dès le début. En tout cas, c'est toujours un plaisir parce que moi, je me régale de ces belles histoires et je pense qu'elles sont toujours inspirantes. Est-ce qu'elles vous inspirent? Et surtout, est-ce que c'est le bon moment pour parler de tout ça? C'est vrai que, bonsoir à toutes et à tous. Bon, c'est vrai que lorsqu'on avait eu l'idée de cette thématique, on sortait de la crise Covid. On ne savait pas que la guerre en Ukraine allait démarrer, mais avec la crise que l'on connaît aujourd'hui, la thématique trouve pleinement sa justification. Et si je me fie aux dernières enquêtes de conjoncture que nous avons produites, qui portaient sur le premier semestre, et à l'enquête flash que nous avons produite la semaine dernière, le moral des chefs d'entreprise, franchement, n'est pas au beau fixe. Et je ne sais pas ce que vous pensez, mais moi je trouve que cet après-midi a été extrêmement motivante et remobilisante. Et on sort de là en se disant, ouf, enfin, on va pouvoir y croire, quoi, voilà. Donc là, franchement, c'est revivifiant d'écouter tous ces témoignages. À la fois, bon, bien sûr, des gens comme Jean Stone, Jean Viard, qui nous parlent de l'avenir assez lointain. Nous, Chambre de commerce, nous sommes sur un avenir un peu plus proche. La crise, elle est là quand même. Hein. Donc, on va essayer de mener des actions pour accompagner les entreprises, pour essayer de s'en sortir dans cette crise. Et on pense aussi moyen terme. Jean Stone, lui, pense moyen terme, mais surtout long terme. Plutôt long terme. Pendant qu'on demande à Philippe Coy de libérer la place, merci Philippe, parce qu'on va accueillir les 2 autres représentants de chambre.